Merci d'être là. Oui, peut-être qu'ils sont trompés, ils auraient voulu mettre un B. À chaque occasion. Je vais laisser notre conservateur du musée présenter notre conférencière, que je remercie de se prêter à cet exercice. Je voulais simplement vous dire 2 mots sur le musée, qui est quelque chose d'important, et qui, j'ai honte de le dire, est pour moi un magnifique outil de communication. Alors quand je dis ça à la Société des Amis du Musée, je dois frémir un peu, parce qu'un musée, c'est pas un outil de communication. Néanmoins, je pense que ce musée, qui est une vraie splendeur, et je recommande de la visiter et de prendre le temps de le faire, qui est un musée de phaléristique, comme se plaisait à le dire le général Georgelin. Je ne savais pas ce que c'était que la phaléristique. Je pense que quand il est devenu grand chancelier, il ne le savait pas non plus. La phaléristique, c'est l'art des décorations et des médailles. C'est un peu trop pour moi un musée de chez Chaumet. Et c'est vrai que ces décorations sont très belles, que si vous allez dans le musée, vous verrez de vrais bijoux. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a une vitrine là qui représente une plaque du grand officier de l'ordre du Saint-Esprit, couverte de diamants. Enfin, c'est quelque chose de magnifique. Et je voudrais que ce musée devienne, non pas un musée de phaléristique, ce qui est très beau, mais un musée de l'honneur et du mérite. Et donc, on se lance dans la transformation de ce musée, parce qu'on souhaite qu'il permette de communiquer à ses visiteurs, aux plus jeunes comme aux plus âgés, ce que sont les vertus de l'honneur et du mérite. Et je pense que c'est nécessaire d'inspirer notre société par ces vertus de l'honneur et du mérite. Et donc, on s'est lancé dans un projet de transformation du musée. Ça prendra du temps, ça nécessitera des moyens. Il faut évidemment aussi qu'on incarne ces notions d'honneur et de mérite à travers des parcours, des vies de personnalités incroyables qui illustrent ces 2 vertus. Et puis, on a souhaité aussi faire en essayant de faire venir des conférenciers pour parler de ces notions-là. Et donc, en prenant des thèmes différents à chaque fois. Et on s'essaye cette année à le faire en prenant le premier thème le plus simple, qui est l'honneur, en essayant de voir cet honneur dans le monde de l'économie, cet honneur dans l'histoire, cet honneur dans la politique. Voilà. Donc, parlez-en autour de vous. L'idée, c'est quand même que ce musée, encore une fois, soit le moyen de communiquer à notre société ces 2 vertus essentielles, que sont l'honneur et le mérite, et qui, à mon avis, sont des ferments de citoyenneté indispensables pour notre société, aujourd'hui un peu malade, il faut bien le reconnaître. Indispensable parce que l'honneur, en tout cas, c'est sans doute ce qui est le meilleur antidote à ce qui ronge nos sociétés, c'est le meilleur antidote à l'individualisme. C'est le meilleur antidote à la contemplation morose de sa propre médiocrité. Parce que l'honneur, c'est ce qui fait que vous allez chercher dans le regard des autres ce qui vous rassurera sur votre propre dignité. Donc l'honneur, ça vous ouvre aux autres, nécessairement. Voilà. En tout cas, madame, merci beaucoup d'être notre 2e conférencière. Je vais laisser le conservateur vous présenter. Monsieur le grand chancelier, madame Séni, mesdames et messieurs, bienvenue au musée et bienvenue à cette 2e édition des remue-ménages. Un musée, vous l'avez dit, est un lieu de communication, un lieu de rencontre, d'échange. Donc nous avons prévu une demi-heure de présentation et une demi-heure de discussion. Un peu plus. S'il y a des questions, on peut les faire poser après. On est tout le temps qu'il Et cette série des remue-ménages a pour fil conducteur cette année l'honneur. Et ce soir, le point de vue, c'est l'économie et l'intervenante Claudia Séni, qui est professeure d'économie à Sorbonne Université et à l'école d'économie de Paris. Elle est directrice de l'Observatoire du bien-être et du Centre pour la recherche économique et ses applications. Elle est ancienne élève de l'école normale supérieure et docteur de l'école des hautes études en sciences sociales. Ses recherches et publications portent sur l'économie de l'individu et le bien-être, en particulier sur les liens entre croissance, revenus, inégalité et bonheur. D'autres sujets de ses études sont les sources du bien-être au travail et en entreprise, ainsi que le comportement des femmes à l'école et sur le marché du travail. Son intervention ce soir, elle étudie l'honneur et l'économie, entre intérêt individuel et logique collective. Car l'économie moderne
d'étudiants scéniques est fondée sur le calcul rationnel de l'intérêt individuel et de l'optimisation des ressources, d'une part. La mission de l'honneur, qui relève d'une logique collective de la reconnaissance sociale, d'autre part, semble éloignée de cette conception. Comment peut-on surmonter cette contradiction? Comment peut-on intégrer l'honneur dans le champ économique? Le philosophe allemand Peter Sloterdijk, qui était d'ailleurs invité au Collège de France il y a 3 ans, confirme cette contradiction entre l'honneur et l'économie. Dans son livre « Courage et temps », il identifie néanmoins une économie honorable, dirais-je, l'économie de la générosité, dit-il, ou l'économie de l'orgueil, veut dire la philanthropie. Et Sloterdijk cite le mécène américain Andrew Carnegie, qui a dit « Qui meurt riche meurt déshonoré ». Vous avez parlé de Bill Gates, je pense, dans une présentation, qui a investi dans son argent dans une fondation caritative, donc je ne parle pas plus, je vous laisse la parole. Merci. Alors, je mets le minuteur. Voilà. Bonsoir, monsieur le grand chancelier, en général, monsieur le directeur du musée, chers collègues, chers amis, merci d'être là. Je suis très honorée d'être parmi vous pour parler de ce sujet honneur et économie, pour essayer de voir si ces deux notions peuvent être rapprochées ou pas, ou si elles sont complètement incompatibles, car ça bouge tout seul. Car comme l'a dit Peter, a priori, ce sont vraiment deux ordres de l'existence qui sont assez distincts. L'honneur participe d'une dimension sacrée de l'existence, là où l'économie s'intéresse au profane et à l'échangeable. L'économie met en scène un individu qui est à la poursuite de son intérêt de manière assez rationnelle, alors que dans l'optimisation des ressources, alors que l'honneur relève d'une logique collective qui a trait à la reconnaissance sociale, à la gloire, et où tout ça prime sur l'intérêt. L'honneur ne peut être que désintéressé, alors que l'individu cherche son intérêt. Et la notion d'honneur a partie liée avec le sentiment de dignité personnelle, d'intégrité, et on est donc là, loin du calcul. Alors pour illustrer cette différence entre l'honneur et l'économie, puisque justement à propos du siècle de Louis XIV, on peut penser à la différence entre le Cid et par exemple l'avare de Molière. Le Cid, il y a une excellente mise en scène en ce moment par Denis Podalides à la Comédie Française. Donc, dans le Cid, tout est honneur. Le mot honneur est prononcé 65 fois. Et c'est l'honneur bafoué du père de Chimène qui oblige l'honneur bafoué du père de Rodrigue, qui oblige Rodrigue à tuer le père de Chimène alors que les deux sont amoureux. Et maintenant, ensuite, Chimène doit laver elle-même, restaurer l'honneur de son père. Ce qui l'empêche de vivre cette passion avec Rodrigue. Et finalement, c'est uniquement par un surcroît de gloire accumulé par Rodrigue, qui devient le Cid, qu'on peut surmonter cette contradiction entre amour et honneur. Donc, on ne parle que d'honneur. Il serait complètement inimaginable qu'apparaisse dans ce discours la notion de compensation monétaire, par exemple. L'argent n'a rien à faire là-dedans, on n'en parle pas, ça n'existe pas. Et à l'inverse, par exemple dans l'avare, on voit un père qui est prêt à sacrifier son fils et sa fille à sa passion de l'argent. Et il est vraiment ce personnage à la fois ridicule et un peu déshonorant. Et donc on voit vraiment ces deux sphères complètement séparées. Et puis il y a aussi des œuvres dans lesquelles, quand la rencontre entre ces deux sphères se fait, ça ne marche pas du tout. Par exemple dans Le bourgeois gentilhomme, où il s'agit d'acquérir l'honneur de l'aristocratie par l'argent, mais en fait le personnage est juste ridicule et n'arrive pas à ses fins. Ou alors dans Georges Dandin aussi, où un homme épouse une aristocrate, mais en fait il est méprisé par la famille et maltraité. Enfin, ça se fait pas. Voilà, donc ça c'était juste des références littéraires. Moi je suis là pour parler quand même plus de sciences sociales et d'économie. Donc voyons dans le registre de l'économie et des sciences sociales si ces sphères doivent être forcément complètement séparées. Et donc je vais d'abord examiner les arguments qui vont dans ce sens. Finalement, on ne peut pas articuler honneur et économie. Et puis ensuite, je vais discuter de la méritocratie, qui semble être un système justement fondé sur le mérite. Donc l'honneur
et en même temps où l'allocation des ressources se fait par le mérite, et donc finalement ça pourrait concilier les deux. Et c'est peut-être le meilleur système à l'exception le pire système à l'exception de tous les autres, mais il est quand même sujet à de très violentes critiques actuellement, et je parlerai de ces critiques, et peut-être les moyens de les surmonter. Et puis ensuite, je montrerai dans un troisième temps qu'en fait, même s'il y a une sorte d'irréductibilité entre ces deux concepts, en fait, bizarrement, étrangement, l'économie ne peut pas fonctionner sans honneur, sans réputation. Donc, pour la première vision, qui voit l'honneur et l'économie comme étant deux sphères inconciliables, je pense que la référence fondatrice, c'est celle de Michael Walzer, qui est un professeur de sciences politiques à l'université de... Oui, c'est ça. Qui est professeur de sciences politiques et qui a écrit, qui réfléchit à la manière d'organiser la société de façon juste. Et pour lui, le critère de la justice, c'est de reconnaître que dans la vie sociale, il y a différentes sphères. Donc la sphère marchande, la sphère politique, la sphère de l'éducation, etc. Chaque sphère a ses propres valeurs, son propre objectif, et les critères de répartition des biens au sein de la sphère doivent être organisés en fonction de ce critère. Et donc, les biens, enfin le mérite dans une certaine sphère ne doit pas pouvoir commander des biens dans une autre sphère. Sans quoi, il y a conversion illégitime entre les sphères, et Walzer parle alors de tyrannie. Par exemple, il y aurait injustice et tyrannie, ce sont les mots qu'il utilise, si un bien extérieur à la sphère des honneurs, comme la richesse, le pouvoir politique, la naissance, permettait d'acheter ou d'imposer des titres honorifiques. En somme, la sphère de l'honneur doit être protégée de l'influence de l'économie, par exemple, puisque c'est notre sujet. Et en remarquant que cette théorie de Walzer s'inspire entièrement du philosophe Blaise Pascal. Il s'agit dans les pensées de Pascal du passage sur la tyrannie, et voilà le passage, Pascal écrit: on doit différents devoirs aux différentes qualités, devoir d'amour à l'agrément, devoir de crainte à la force, devoir de croyance à la science. La nature de la tyrannie est de vouloir avoir par une voie ce qu'on ne peut avoir que par une autre. Par exemple, je suis beau donc on doit me craindre, ou je suis fort donc on doit m'aimer. Donc la tyrannie selon Pascal, le même mot que chez Walzer, et le désir de domination universelle est hors de son ordre. En fait, ce que Pascal appelle ordre, Walzer l'appelle sphère. L'autre référence, exactement dans la même ligne que Michael Walzer, c'est Michael Sandel. D'ailleurs, Walzer était le directeur de thèse de Sandel. Alors, Michael Sandel, c'est vraiment une gloire. Il est professeur, lui aussi, de sciences politiques. Il a un cours intitulé Justice qui est diffusé en ligne, qui a été diffusé à la télévision, qui a été vu par des millions de personnes, et qui s'intitule... et un ouvrage qui s'intitule « Ce que l'argent ne peut pas acheter, les limites morales des marchés ». Donc lui, Sandel va encore plus loin que Walzer en disant que finalement, le marché corrompt et détruit l'honneur dès qu'il s'attache à des biens qui sont de l'ordre de l'honneur et du mérite. Et il y a une dénaturation des valeurs morales d'un bien dès que ce bien entre dans le marché, ou que le marché entre dans cette sphère. Donc par exemple, Michael Sandel critique les droits de nommage et la marchandisation de l'espace public, la prolifération des stades, des salles de concert, des chaires universitaires, des parcs publics qui portent le nom d'un donateur ou d'un sponsor à côté des grands hommes, et selon lui, ce mélange d'honneur rendu aux grands hommes et aux mécènes à la fois affaiblit le prestige des premiers. Bon, ça se discute, hein, mais c'est le point de vue de Sandel qui est très radical. Bon, ça c'est... Donc là, on a l'impression que vraiment, ces deux sphères, honneur et économie, doivent rester étanches. Et je voudrais évoquer un troisième exemple d'un moment où justement l'honneur et l'économie se rencontrent et ça se passe pas bien. Et ça, c'est la théorie de Thorstein Veblen, qui, à l'heure de la prospérité américaine, le moment où les grandes fortunes et des milliardaires comme Rockefeller, Carnegie ou Vanderbilt se fait, Veblen compare cette nouvelle bourgeoisie américaine à l'aristocratie féodale de l'Europe, enfin, l'aristocratie de l'Europe féodale, où le travail est méprisé. Et donc il s'agit, pour cette bourgeoisie, pour acquérir un statut et un honneur, de montrer qu'elle ne travaille pas et qu'elle se livre à cette consommation et à ces loisirs ostentatoires, c'est-à-dire faits pour être vus, et montrer qu'on peut se permettre, non pas de travailler, mais de passer son temps dans des réceptions, de la gastronomie, la connaissance des arts, la philosophie, etc. Et c'est ça qui permet de gagner l'estime sociale. Et donc du coup, cette recherche d'honneur à partir de l'argent, de la richesse, va complètement pervertir ou subvertir la logique économique. En fait, la consommation n'est plus là pour satisfaire un besoin, mais comme communication sociale. Alors, par exemple, si vous connaissez l'humoriste David Castello-Lopez, qui parle des montres suisses, on n'achète pas une montre en or parce qu'elle donne mieux l'heure qu'une montre ordinaire, on achète pour signaler son statut.
Et cette recherche de statut, d'honneur, va dicter des comportements économiques irrationnels parce que les gens vont se lancer dans une course au statut où chacun essaye d'imiter l'idéal de mode de vie de la strate immédiatement supérieure, mais en fait, évidemment, c'est un jeu à somme nulle, au sens où tout ce que l'un gagne, l'autre le perd, parce qu'être au-dessus de quelqu'un signifie que l'autre est en dessous. Et ça donne ce comportement de consommation un peu effréné qu'on a appelé plus tard « keeping up with the Jones », essayer de garder le même niveau de vie, je ne sais pas comment on traduit en français, donc se caler sur le mode de vie des voisins. Donc, Veblen décrit des agents économiques irrationnels, puisqu'ils ne sont pas en train de chercher leur bonheur. Et il y a d'autres anomalies dans ce système, notamment un élément de la logique économique inversée. La relation entre le prix et puis la demande. Normalement, plus le prix d'un bien augmente, moins les gens vont l'acheter parce qu'ils vont utiliser leur argent pour acheter d'autres biens substituts. Voilà. Mais là, en fait, comme les prix signalent le rang, je sais pas pourquoi comme les prix signalent le rang, plus un bien est cher et plus les gens vont le désirer et l'acheter. Donc, il y a même un terme économique on appelle ce comportement l'effet Veblen, en référence à cet auteur. Et on appelle les biens qui sont concernés, donc les biens de luxe, des biens Veblen en économie. Donc là, un bien est désiré parce qu'il est cher et non pas malgré son prix. Donc le marché ne fonctionne plus selon des raisonnements économiques normaux. Le marché est devenu une scène de théâtre. Donc, et puis, d'autres économistes font encore un pas de plus dans l'opposition entre honneur et économie. Alors, normalement, une autre loi de l'économie, c'est que si on donne des incitations à un agent pour faire quelque chose, si on lui donne une prime quand le travail est bien fait, ou quand le travail est fait à temps, ou enfin, si on essaye de l'inciter à faire un effort ou à adopter une certaine conduite par des récompenses, eh bien, ça va l'inciter à le faire. C'est la théorie des incitations. Jean Tirole a eu le prix Nobel pour ça. Il a travaillé avec Jean-Jacques Lafon et il a écrit le manuel d'économie industrielle qui explique la théorie des incitations dans les organisations et dans le gouvernement. Donc voilà. Alors là, ensuite, Jean Tirole avec Roland Benabou et d'autres gens se sont dit que oui, mais en fait, les incitations, ça peut parfois marcher à l'envers, justement parce que parfois elles rencontrent la logique de l'honneur et elles le détruisent. Et donc pourquoi ? Parce que en fin de compte, il y a une distinction entre motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. Le premier qui en a parlé avant Benabou Tirole, c'est Bruno Frey, un économiste professeur à l'université de Bâle, et qui a repris cette distinction de la psychologie sociale entre motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. Donc la motivation intrinsèque, c'est le fait de faire quelque chose parce que j'y trouve un intérêt en soi, du plaisir, un sens, une satisfaction. Par exemple, je fais des mathématiques parce que ça m'intéresse, je défends mon pays parce que je sens l'appel du devoir, j'aide un ami parce que je m'intéresse à son sort. Et la motivation extrinsèque, au contraire, c'est je fais tout ça pour une récompense éventuellement monétaire. Alors, ce que Bruno Frey a introduit comme idée, le premier, c'est que quand on introduit des incitations monétaires dans un domaine qui est déjà régi par la morale ou par l'honneur, eh bien, ça aura l'effet contraire. Ça va détruire la motivation. Pourquoi ? Parce que cette incitation extrinsèque, elle va évincer, crowd out, la motivation intrinsèque, parce que finalement, ça donnera l'impression à la personne ou au regard social que l'action est faite pour l'argent. Et du coup, pour que ça marche, il faut vraiment donner beaucoup d'argent. Parce que souvent, la motivation morale, elle est grande, et la motivation monétaire, pour qu'elle soit aussi grande, il faut vraiment qu'elle soit très élevée. Donc, en fait, souvent, ça a cet effet d'éviction. L'article le plus connu sur l'illustration la plus connue d'éviction des motivations intrinsèques par les motivations extrinsèques, c'est l'article des économistes Uri Gnisi et Aldo Rustichini, qui ont conduit une expérience en Israël en 1998 dans des crèches. Donc il y a une règle dans les crèches, c'est que les parents doivent arriver à l'heure pour chercher leurs enfants, sinon ça oblige tout le monde à attendre, les enfants, les surveillants, les enseignants, et c'est pas la règle, et c'est quand même une institution auquel on tient, les enfants sont, etc. Mais en fait, les parents parfois arrivaient en retard, et donc les économistes ont conduit une expérience dans une série de crèches. De combien de crèches, je ne sais plus combien, de 10 crèches, 10, de la région de Haïfa. Ils ont introduit une pénalité financière dans 6 crèches si les parents arrivaient avec au moins 10 minutes de retard. Et il y avait une pénalité qui correspond à peu près à 10 €, c'était le salaire horaire d'une babysitter de l'époque. Et dans les autres 4 crèches, aucune pénalité n'a été introduite. Et ensuite, les auteurs ont simplement mesuré le nombre de parents qui arrivaient en retard avant la mise en place de la pénalité pendant les 16 semaines
pendant laquelle les pénalités ont été mises et après. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, on a retiré la pénalité, on a arrêté le système pour voir. Eh bien, donc c'est une incitation financière arrivée à l'heure. Hein. Quel est le résultat? Ben, en fait, dans les crèches où la pénalité a été introduite, il y a eu plus de retard. Et le pire, c'est que même quand la sanction financière a été retirée, dans ces crèches-là, les parents ont continué à arriver en retard. Pourquoi? Parce que finalement, l'article s'appelle « A fine is a price ». Une amende, c'est un prix. C'est une sanction pour une transgression d'une règle morale, mais c'est une sanction qui est monétaire, et donc elle met un prix. Donc finalement, elle donne lieu à un calcul. Finalement, si le prix d'arriver en retard, c'est 10 €, bah, il y a des fois où je fais le calcul, puis je me dis, bah, ça vaut la peine, je finis mon rendez-vous, etc. Donc en introduisant finalement un ordre monétaire dans une logique morale, eh bien, on détruit cette motivation morale, sauf si le prix est énorme. Peut-être que si ça avait été 500 €, les gens seraient arrivés à l'heure, mais en tout cas, le prix n'était pas assez élevé, et donc la motivation morale a été détruite et remplacée finalement par rien. Donc voilà, ça c'est l'exemple vraiment très très connu d'un cas où l'introduction d'une pénalité transforme un devoir moral en un service marchand, et donc on peut se le payer si on veut. Il y a une autre référence très, très connue, c'est celle de Richard Titmuss, qui a travaillé sur qui est professeur à la London School of Economics à Londres, et qui a travaillé sur le don du sang. Bon, donner ce sang pour autrui, pour le sauver, c'est tout à son honneur. Et donc il a comparé le système de don du sang en Grande-Bretagne et aux États-Unis. En Grande-Bretagne, le don du sang est fondé sur le volontariat et pas rémunéré. Et aux États-Unis, il est organisé par des entreprises à but lucratif et les gens sont rémunérés pour ce don du sang. Et en étudiant de près ces deux systèmes, Titmuss a remarqué que en fait, ça marche beaucoup mieux. Le système gratuit fondé sur le volontariat anglais, britannique, marche beaucoup mieux que le système américain, au sens où davantage de sang est collecté par des donneurs plus sains, parce que bon, voilà. Donc, du coup, là encore, un exemple où mettre un prix sur quelque chose qui normalement ne relève pas du tout d'une logique marchande détruit la logique morale. Il y a aussi ces travaux de Roland Benabou et Jean Tirole qui ont montré que la raison pour laquelle parfois les incitations financières pouvaient décourager les comportements, les motivations intrinsèques, c'est que promettre une incitation ou un bonus à quelqu'un, c'est lui envoyer un signal de doute. Je ne suis pas sûr que tu aies envie de le faire, je ne suis pas sûr que tu aimes le faire, je ne suis pas sûr que tu y arrives, j'ai besoin de te rajouter un petit peu de récompense pour te pousser. Et donc, ça peut décourager, détruire un peu la confiance en soi des agents, surtout. Je me souviens que Jean Tirole avait présenté ce travail à l'École d'économie de Paris à l'époque. Et il avait donné l'exemple des enfants, des parents qui promettent des récompenses à leurs enfants au cas où ils auraient des bonnes notes. En fait, ce faisant, il leur envoie un signal de doute. Je ne suis pas sûr que sinon tu aurais de si bonnes notes que ça. Je ne suis pas sûr que tu aimes vraiment l'école. Je ne suis pas, etc. Et donc ça sape un peu la valeur intrinsèque de la lecture, de l'école, etc. Donc il vaut mieux au contraire. C'est une chose à éviter. Bon, tout ça étant dit, il faut quand même nuancer. Tout ça peut se passer, mais seulement dans certains cas, pas toujours. Et donc, il faut quand même nuancer la relation forcément toxique entre honneur et argent. Il y a quand même des cas où ça peut fonctionner. Et par exemple, si on pense à cette histoire d'incitation, une incitation qui est donnée à l'avance, effectivement, elle peut être un peu contre-productive, mais une récompense qui vient après, il n'y a pas de problème, en fait. Par exemple, le prix Nobel est assorti d'une prime de l'équivalent d'1 million d'euros, 11 millions de couronnes danoises, et c'est pas un problème. Personne ne peut soupçonner que des scientifiques ont passé leur vie à chercher à essayer d'avoir le prix Nobel pour l'argent. À la limite, le prix Nobel, mais pas pour l'argent. Donc là, au contraire, finalement, ça montre que la société valorise cette excellence scientifique, et c'est pas plus mal, en fait. C'est un peu mettre son argent là où sont ses paroles. Et à l'inverse, que dire du mécénat, justement, dont on parlait? On a vu on sait que la fondation Gates distribue environ 9 milliards de dollars par an pour de grandes causes, et Bill Gates a affirmé qu'il allait donner le reste de sa fortune au moment où sa fondation fermerait en 2045. Il la distribuerait toujours pour des causes de philanthropie, et c'est quand même 200 milliards de dollars. Donc, est-ce que c'est pas quelque chose d'honorable que de faire ça, cette activité philanthropique? Je pense que la réponse c'est clairement que si, quand même. On peut aussi penser aux œuvres de François Pinault, la Fondation Pinault à Venise, la Bourse de commerce, la restauration de Notre-Dame de Paris, de l'église Saint-Eustache. Bon, c'est une société reconnaissante. Le prix de L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science, qui identifie chaque année 5 femmes et qui leur donne 100 000 € pour poursuivre leurs travaux. La fondation Bernard Arnault aussi, la fondation Louis Vuitton. Donc, toutes ces œuvres caritatives
procurent quand même une réputation honorifique à leurs auteurs. Enfin, je pense que, au moins en partie, on ne peut que être d'accord. Et donc, ça me conduit à mon point suivant, qui est la méritocratie. Est-ce que la méritocratie est donc un compromis idéal entre honneur et marché ? Donc, dans sa conception classique, libérale, la méritocratie consiste à attribuer les places dans la société, les places et les positions, en fonction des talents et des efforts des gens. Le mérite, c'est un peu l'équation mérite égale talent plus effort. Et non selon la naissance ou les relations, etc. Et donc, l'idée de la méritocratie, idéalement, ça correspondrait bien à l'idéal de Michael Walzer ou de Pascal. C'est-à-dire que dans chaque domaine, les gens seraient alloués selon leur talent et on aurait les plus performants, disons, qui seraient également les plus prestigieux et peut-être les mieux rémunérés, mais ça serait domaine par domaine. Et donc, en fin de compte, chacun pourrait espérer arriver au sommet dans sa sphère à soi si son talent et son effort le justifient. Donc c'est aussi une idéologie ou une idée de la mobilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas condamné à rester à l'endroit, à une position sociale où on est, mais on peut accéder en fonction de ce qu'on mérite à n'importe quelle position. Donc voilà, chacun serait récompensé pour ses propres talents, donc l'honneur militaire pour l'exploit et le courage, l'honneur artistique pour la créativité, etc. Et donc, ce qui est important là-dedans, je crois, c'est la multidimensionnalité. C'est le fait que, justement, il y aurait différents axes de mérite qui fonctionneraient chacun selon ses propres critères, sui generis, et du coup, ça permettrait aux gens à la fois d'espérer, de devenir, d'être sur une trajectoire d'espoir, et en même temps de ne pas trop se comparer. Bon, probablement, la question est de savoir si toutes ces positions et tous ces mérites seraient rémunérés. Ils le seraient probablement, ils ne seraient pas de la même manière. Si on est un génie de l'IA, on va gagner beaucoup plus d'argent aujourd'hui que si on est un très grand peintre. Mais néanmoins, au sein de chaque domaine, il y aurait une hiérarchie qui serait probablement aussi récompensée par une rémunération monétaire. Mais ce système idéal est très violemment critiqué par certains auteurs parce qu'il comporte des risques de dérive. Donc, ces auteurs, peut-être je commence par raconter l'histoire. Le premier auteur, c'est Michael Young. Alors, Michael Young, c'est un sociologue, un activiste. Il a été knighted by the Queen pour tout ce qu'il a fait. C'est quelqu'un d'un peu inclassable. Et donc, il a écrit un faux essai de sociologie. En fait, c'est comme un roman, une dystopie. Donc, il fait semblant d'être un sociologue qui s'appelle Young et qui écrit en 2034. Et il raconte comment la société britannique s'est progressivement organisée en un système méritocratique où le mérite des gens, c'est-à-dire qui est mesuré par leur quotient intellectuel, et ça permet d'allouer les talents exactement là où ils sont le plus efficaces, et ça permet à la Grande-Bretagne de prospérer et de tenir tête à ses concurrents internationaux. Donc c'est tout à fait justifié. Enfin, on sort de l'aristocratie héréditaire, donc au début ça paraît justifié et très souhaitable. Mais bon, petit à petit, on se met vraiment ça se radicalise et se développe dans tout le pays des agences régionales pour tester le QI des gens depuis la plus petite enfance jusqu'à toute leur vie, de manière à tout le temps les allouer dans les positions où ils sont le plus efficaces. Et puis ça finit par créer en fait un système de classement unidimensionnel où ceux qui sont en haut en sont assez gratifiés, mais ceux qui sont en bas sont très humiliés, et ça finit très mal, ça finit dans une révolte qui est en fait conduite par les femmes qui se révoltent contre l'idée que la dignité humaine se réduit à l'intelligence et au QI. Alors ça, c'est un peu une sorte c'est un signal d'alarme. Attention, donc Michael Young n'était pas content que le thème de la méritocratie et de la mobilité sociale soit saisi par le Parti travailliste anglais. Il trouvait que c'était très dangereux, que ça paraissait une bonne idée au début, mais que si ça allait trop loin, ça pourrait être dangereux. Et le deuxième auteur, on l'a déjà vu, c'est de nouveau Michael Sandel, évidemment, qui a carrément écrit un ouvrage qui s'appelle The Tyranny of Merit, la tyrannie du mérite, paru en 2020. Et dans cet ouvrage, Michael Sandel dénonce la méritocratie, encore une fois, alors lui, il parle de nos sociétés à nous, et notamment la société américaine. Donc, c'est un peu comme Michael Young, parce que lui, ce qu'il dénonce, en fait, c'est cette idéologie méritocratique qui justifie les inégalités et donc donne raison à ceux qui sont en haut, on va dire les plus riches, les plus méritants, d'être là, et donc leur donne l'impression qu'ils ne se le doivent qu'à eux-mêmes, en oubliant tout, les biens publics, le rôle de hasard, etc. Et surtout humilie ceux qui ne réussissent pas. Et
comme Michael Young, en fait, Michael Sandel pointe de manière très violente la méritocratie scolaire. Le fait que, finalement, les positions de pouvoir dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine médiatique, etc., selon lui, sont très fortement déterminées par les diplômes, et notamment le fait d'avoir réussi à entrer dans une des grandes universités américaines, les Ivy League. Lui, il trouve ça tout à fait déplorable. Il trouve que ça crée, que ça crée vraiment de l'hubris. C'est vraiment le mot important dans son ouvrage, l'hubris chez ceux qui ont réussi à entrer, alors qu'en fait, il y a quand même toujours une part de hasard dans les concours. Et ça crée surtout beaucoup d'humiliation chez ceux qui n'ont pas réussi et à qui on dit, finalement, on est dans une société méritocratique, donc si tu n'es pas dans une position élevée, c'est parce que tu n'as pas le mérite, c'est-à-dire talent plus effort, et donc tu n'as qu'à en prendre qu'à toi-même. Et donc c'est peut-être juste, mais c'est douloureux. Et donc Michael Sandel propose de remplacer ce système. Alors il propose toutes sortes de choses. Il propose de tirer au sort parmi les gens qui ont un certain niveau de diplôme ou de compétences, de tirer au sort pour voir qui sera admis dans les Ivy League. Vous imaginez, on pourrait faire ça dans nos grandes écoles. On pourrait tirer au sort parmi les cagneux, ceux qui vont rentrer. Et bon, voilà. Et comme ça au moins ça casserait leur hubris. Et puis sinon, il propose aussi dans la société, en termes de profession, d'arrêter de mettre tellement l'accent sur la mobilité sociale ascendante, parce que la mobilité sociale, ça veut dire qu'il y en a qui montent, mais il y en a qui descendent aussi, et de valoriser davantage les positions des gens dans les professions où ils sont réellement pour la plupart. Ils ne sont pas tous en haut. Alors, par exemple, les infirmières, les éboueurs, les ouvriers qu'on a applaudis tellement pendant le Covid, comment est-ce qu'on les valorise ? Je ne sais pas trop ce qu'ils proposent. Honnêtement, je ne vois pas comment on peut les valoriser, si ce n'est par un peu plus de rémunération monétaire. Ce qui veut dire que finalement, cette méritocratie, elle doit fonctionner, mais il faut atténuer la différenciation selon l'axe monétaire. Et ça me conduit à souligner que le problème de la méritocratie, finalement, dans cette dystopie de Michael Young et dans cette attaque virulente de Michael Sandel, c'est le fait que finalement, au début, on croit à une multidimensionnalité, mais rapidement, toutes ces dimensions se rabattent les unes sur les autres et se confondent avec l'argent. Finalement, il n'y a plus qu'une seule hiérarchie entre les gens et le statut et l'honneur se confondent avec la richesse ou la pauvreté. Pourquoi ? Parce que c'est difficile de ne pas rémunérer le prestige et l'honneur. C'est difficile de dire telle profession, c'est très très bien, elle est mal payée, mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en fait, la distinction entre rémunération symbolique et rémunération monétaire, a priori, conceptuellement, c'est tout à fait possible. En réalité, c'est très difficile. Les gens qui sont mal payés, au bout d'un moment, se disent que la société valorise peu leur activité. Un exemple de ça, c'est qu'on a conduit à l'Observatoire du bien-être une enquête avec le ministère de l'Éducation nationale sur le bien-être des enseignants, donc auprès de 200 000 enseignants, et donc toute une batterie de questions. Et il y a une question, on demandait aux enseignants, est-ce que vous avez le sentiment que votre métier est valorisé par la société et que les parents d'élèves vous respectent ? Et en général, donc on pose ces questions et les gens répondent sur une échelle de 0 à 10, entre 2 et 3 sur 10, la valorisation de des enseignants par la société. Et êtes-vous satisfait de votre salaire ? 3 sur 10. Donc c'est mon domaine de recherche, c'est des niveaux totalement inédits, ça n'arrive jamais. Dans des échelles de satisfaction, les gens sont autour de 7 normalement. Donc la raison, c'est que les enseignants ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat depuis plus de 2 décennies. Et donc, en fait, ils se disent que finalement, ils ne sont peut-être pas aussi valorisés que ça. Et puis, face aux élèves, dans une société où l'argent compte de plus en plus, un professeur qui gagne très peu d'argent, finalement, le savoir qu'il transmet, quelle valeur a-t-il ? Donc, finalement, plus l'économie s'étend, plus l'argent se diffuse à toutes les sphères, plus il est difficile de dissocier rémunération financière et rémunération symbolique. Et donc on ne peut pas faire autrement que, si on veut valoriser l'honneur de certaines professions, que de remonter un petit peu leur rémunération. Enfin, il faut prendre en compte ça. Donc on conserve l'ambition d'une articulation optimale entre honneur et économie dans la méritocratie, mais il faut faire attention aux critiques de Michael Sandel. D'ailleurs, François Dubet, un sociologue français, a écrit exactement une étude semblable dans le cas de la France qui s'appelle « Les places et les chances » où il montre que, avec la logique méritocratique scolaire, on crée ce qu'il appelle de la honte d'être chômeur, la honte d'être pauvre, la honte d'avoir une entreprise qui a fait faillite, etc. Et que finalement, cette logique le thème, c'est que cette logique méritocratique, on ne voit pas quelle autre logique on pourrait avoir, en fait, à moins de retourner effectivement des castes ou le hasard, ce serait peut-être mieux, mais du point de vue du bien-être, c'est douloureux. Bon.
Alors, pour ne pas être trop longue, je passe à ma troisième partie, qui est que malgré toutes ces contradictions et ces problèmes, enfin voilà, ces difficultés, si c'est difficile d'introduire l'économie dans l'honneur, en revanche, on ne peut pas faire d'économie sans honneur. L'économie a besoin de cette notion d'honneur, et notamment de l'honneur des affaires, l'honneur commercial, le fait de tenir parole, respecter les contrats, maintenir la qualité des produits. En fait, on a besoin de l'honneur dans les affaires. Pour que les affaires se fassent, on a besoin d'honneur. Pourquoi ? Parce que les affaires, ce sont des choix intertemporels, c'est-à-dire qu'on investit aujourd'hui pour un rendement demain, on noue un contrat, mais la livraison se fera plus tard, le paiement est différé, etc. Donc, il y a un rapport au temps, et le temps, c'est l'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a de l'incertitude sur les périodes futures, il y a de l'incertitude sur qui sont mes partenaires commerciaux, qui sont mes employés, est-ce qu'ils vont se comporter de manière fiable et honnête. Et donc, quand il y a de l'incertitude, une manière de résoudre l'incertitude, quand on a des relations répétées dans le temps, c'est de regarder quelle réputation a la personne avec qui on interagit. Et donc, en fait, cette économie de la réputation, c'est une économie de l'honneur. Et que, finalement, la logique de l'honneur soutient comme condition nécessaire à l'économie. Et donc là, il y a pas mal d'auteurs qui ont montré ça. Donc, le premier qui a introduit une notion qui est une sorte de notion centrale à toute cette discussion, c'est Robert Putnam. Dans son ouvrage « Bowling Alone », il introduit la notion de capital social. Donc, capital social, c'est l'ensemble des relations de confiance et de réciprocité que l'on développe au cours du temps avec ses collaborateurs, ses employés, ses clients, ses fournisseurs, etc. Et donc, c'est un capital parce qu'il se construit au cours du temps, il s'accumule et il reste de période en période. Et c'est un capital parce qu'il a un rendement. Et ce rendement, c'est la confiance et la réciprocité. C'est ce qui fait qu'on peut faire des affaires. Et donc, après, quand ce capital disparaît, c'est dommageable pour la vie économique. Donc après, il y a des auteurs qui ont développé cette importance de la réputation dans des jeux séquentiels. En fait, par exemple, ces deux auteurs, Krebs et Wilson, montrent que dans des interactions répétées, l'honneur joue un rôle, crée un système de croyances et de comportements qui se renforcent mutuellement. Kenneth Arrow et George Akerlof, qui sont tous les deux prix Nobel, enfin séparément, ont tous les deux montré que la confiance et la réputation sont des nécessités fonctionnelles en prenant des exemples. Par exemple, l'éthique professionnelle du médecin, la déontologie de l'avocat, la réputation du chirurgien, l'éthos journalistique, tout ça, ce sont des dispositifs qui sont nécessaires à l'économie à cause de ce problème d'information structurelle. Est-ce que je vais confier ma vie à ce chirurgien ? Est-ce que je vais croire dans le diagnostic du médecin ? Est-ce que je vais croire dans l'article de ce journaliste ? Donc pour que ça soit le cas, pour que la pratique puisse s'installer, il faut que la confiance soit là, et la confiance, elle naît de la réputation. Donc l'honneur professionnel a une fonction économique, et même est une nécessité économique. On peut aussi citer l'article, l'ouvrage L'enquête ethnographique de Janet Landa, qui est professeure à l'université York de Toronto, et qui montre dans ses travaux que dans des économies en développement dans l'Asie du Sud-Est, dans la deuxième moitié du XXe siècle, tout le commerce interrégional et international était opéré en fait par des groupes, des marchands chinois, des groupes ethniques minoritaires dans ces pays-là. Et ces réseaux faisaient des affaires à grande échelle, sur des longues distances, sur de longues périodes, avec des montants considérables, sans avoir accès à aucun contrat formel. Et pourquoi ? Parce que, selon Janet Landa, c'était grâce à l'éthique confucéenne des marchands chinois, c'est-à-dire ce code d'honneur du club qui faisait que finalement ça produit de la coopération, et puis ça produit aussi potentiellement des sanctions quand les gens ne se comportent pas comme on attend. Et donc ce club fournit à ses membres des biens collectifs, l'information sur la fiabilité des partenaires, des mécanismes de sanction des tricheurs le cas échéant, une assurance mutuelle contre les pertes, la transmission des normes aux générations suivantes, etc. Donc là, on voit vraiment l'honneur comme soubassement civique de l'économie. Et mon dernier point, je suis presque dans les temps, mon dernier point, c'est que les émotions aussi morales soutiennent l'économie. Il y a tout un courant de l'économie et des sciences sociales qui montre que les émotions, et notamment celles qui ont trait à l'honneur ou à la honte et la culpabilité, jouent un rôle important, voire primordial, et orientent les décisions économiques. Donc je pense à Antonio Damasio et George Loewenstein qui montrent que Antonio Damasio était plutôt un neurobiologiste et George Loewenstein est un psychologue et un économiste de l'université de Carnegie Mellon. Ils montrent tous les deux que les émotions en fait précèdent même les décisions économiques et les orientent de manière très puissante.
les émotions donc de justice, de fierté ou de culpabilité. Et il y a tout un courant aussi d'économie expérimentale. Alors, l'économie expérimentale, c'est donc les économistes font des expériences sur des sujets humains. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une expérience? Donc, par exemple, on invite les sujets dans un laboratoire. Alors, un laboratoire, c'est une salle avec des ordinateurs séparés par des cloisons. Les gens, on fait un appel, les gens viennent, souvent ce sont des étudiants ou des gens du quartier. Ils sont rémunérés pour leur présence et on demande de faire des choses, de jouer à des jeux, etc. Et ils peuvent gagner de l'argent par ces expériences. Maintenant, on les fait beaucoup en ligne, les expériences. Mais au début, c'était dans des laboratoires d'économie expérimentale. Et donc, Ernst Fehr, qui est professeur à Zurich, et Simone Gachter ont conduit pas mal d'expériences qui montrent que finalement, dans les interactions entre les gens, le sentiment de justice, le sentiment d'honneur, joue de manière très importante, même quand il n'y a aucune raison purement économique, même quand ça va contre l'intérêt purement monétaire des gens. Donc, ce sont des gens qui viennent, qui ne se connaissent pas, les expériences, les gens, c'est complètement anonyme, les gens ne se connaissent pas, ils ne se connaîtront jamais. Ils viennent bon, peut-être pour s'amuser, mais pour l'argent quand même. Mais malgré tout, il y a des comportements qui s'écartent complètement de la recherche de l'argent quand l'honneur est en jeu. Et je donne juste un exemple, et après j'ai fini. Donc c'est le jeu le plus connu dans l'économie expérimentale, ça s'appelle le jeu de l'ultimatum. Donc comment ça marche? Donc les sujets entrent dans le labo et ils sont appariés, donc 2 par 2. Mais ils ne se connaissent pas, ils ne se connaîtront jamais, c'est anonyme, etc. Donc on va dire un joueur A et un joueur B. Donc le joueur A reçoit une somme, par exemple 100 €, et il peut transférer une partie de cette somme au joueur B. On lui dit combien tu veux donner au joueur B, mais pour aucune raison. Hein. Et donc, il peut donner la somme qu'il veut. Par exemple, il propose, disons, 5 € au joueur B. Et le joueur B peut dire oui ou non. Si le joueur B dit oui, très bien, tout le monde repart avec son argent. Le joueur A repart avec 95 €. Le joueur B repart avec 5 €. Mais si le joueur B dit non, tout le monde repart avec 0. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, d'un point de vue économique, 1 €, c'est 1 €. 1 €, c'est mieux que 0. Donc, si le joueur A propose même 1 € au joueur B, le joueur B va dire bon, c'est pas beaucoup, mais bon, 1 € c'est 1 €, donc je le prends. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Si le joueur A propose moins de 20 €, même parfois 30 au joueur B, le joueur B dit non, tant pis pour toi. Bon, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il punit le joueur A de l'avoir méprisé, en fait, de lui avoir manqué de respect en lui proposant une si petite part du gâteau. Finalement, c'est déshonorant et le joueur B préfère restaurer son honneur en refusant royalement la somme envoyée par le joueur A. Il se punit lui-même en un sens, mais il préfère se punir lui-même pour punir l'autre de s'être comporté de manière aussi déshonorante. C'est un peu Don Diego et Don Gomez du début, à toute proportion gardée. Donc là, on voit vraiment que ces émotions morales jouent un rôle important dans toutes ces expériences. Il y en a beaucoup, je pourrais en raconter d'autres, mais c'est important. Voilà, donc ces émotions morales, honte, fierté, culpabilité, honneur, c'est ça qui rend possible la coopération économique, en fait. En fait, l'idée de ces auteurs, c'est que ces émotions, elles sont un peu sélectionnées par l'évolution, quoi. C'est que s'il n'y avait pas ça, les gens se sentent obligés de se sentir respectés, etc. Parce que s'il n'y avait pas ça, finalement, tout le monde tricherait, les gens se comporteraient de manière imprévisible, mais en fait, ça détruirait complètement les affaires. Donc, pour que... on raconte toujours l'histoire a posteriori, on peut toujours raconter ce qu'on veut avec les théories de l'évolution, mais disons que les hommes se comportent de manière coopérative parce que c'est adaptif, en fait. C'est ça qui fait qu'ils sont forts et que ces groupes-là survivent. Voilà, donc en résumé, il y a une tension difficile entre honneur et économie. Parfois, quand les deux sphères se rencontrent, surtout l'économie, l'argent peut risquer de dénaturer l'honneur et la morale. Le système méritocratique semble pouvoir être une hybridation assez optimale entre les deux, mais il faut faire attention à ce que ça ne se collapse pas sur une seule dimension qui se confondrait avec l'argent, parce que sinon les perdants ça serait en fait socialement intenable, tout simplement. Mais comme je viens de le montrer, l'économie ne fonctionne pas sans un soubassement civique et moral fondé sur l'honneur. Voilà, je vous remercie. Je peux éteindre celui-là. Merci pour cette présentation. Cet dernier exemple du jeu de l'ultimatum, je trouve très intéressant parce qu'une certaine manière, le joueur B se sacrifie pour restituer l'honneur en refusant l'argent.
un sujet que le sacrifice n'est pas un sujet aujourd'hui ce soir, mais peut-être dans la série des conférences, on pourra en parler. Est-ce que vous avez des questions, commentaires, réflexions? Vous présentez Oui, bien sûr, oui. Sébastien Deville, professeur de droit. Merci beaucoup pour l'intervention et je voudrais rebondir sur la question de l'économie de la réputation. En fait, on était autrefois les professions libérales recevaient des honoraires et maintenant, ce qui est demandé aux professions libérales, c'est surtout d'établir des factures. Donc, je pense qu'il y a un changement qui est apparu. Ça, c'est une petite remarque. Et ensuite, sur la question des... D'ailleurs, sur le mot honoraire, maintenant, ça veut dire non rémunéré. Oui. Donc, l'honneur et la rémunération se sont dissociés, en fait. Et après, donc, vous évoquiez le Michael Sandel, qui est effectivement très important, et je pense qu'on reviendra dessus lorsqu'on abordera la question du mérite l'année prochaine. On pourrait presque dire que maintenant, il y a une espèce de tyrannie des notes, parce qu'en réalité, ce que l'on voit, c'est que tout le monde est noté dans tous les sens, et c'est vraiment... et les gens vont dire, regardez la bonne note que j'ai, donc c'est mon honneur, mais en réalité, c'est assez déformé, de la même manière que pour Michael Sandel dit à propos du mérite. Oui, là, vous parlez des notes, les chauffeurs Uber, mais aussi les associations, les entreprises qui ont une note ESG, etc. Donc ça sert de guide, ça force les entreprises à s'occuper de la soutenabilité, etc. Donc ça leur donne un peu de réputation morale, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça classe tout le monde, et puis ça... Il y a le premier épisode d'une série qui s'appelle... comment ça s'appelle déjà? Dark... une série où... Black Mirror, voilà. Le premier épisode, j'ai vu que celui-là, parce que c'est tellement déprimant que j'ai arrêté. Le premier épisode, en fait, c'est ça, tout le monde est noté tout le temps, et donc les gens ne font plus que agir en vue de la note. Donc là, même si la note est supposée refléter leur caractère vertueux ou moral ou admirable, en fait, c'est complètement dévoyé, puisque là, c'est vraiment le cas de l'incitation contre-productive. C'est que les gens ne font plus que des choses pour faire semblant, pour avoir la note, pour l'image sociale, mais en manipulant leur image sociale. Donc, tout à fait. Mais je vous ai interrompu, en fait. Non, c'est... Ah bon. Merci vraiment infiniment de cet exposé, aussi clair que passionnant. Mais c'est pour continuer justement sur la remarque précédente, parce que moi je pensais aux notations que vous avez indiquées, on a tous en tête le Bellman Chain par exemple, c'est bien cela, mais aussi à la façon dont on truque les notations. On sait très bien qu'il y a des officiers où des gens sont payés pour mal noter un hôtel, pour au contraire bien noter. Ah ouais. Donc là, c'est le problème, c'est que là, la façon dont la réputation est créée, en fait, complètement biaisée. Donc la réputation devient quelque chose de totalement insaisissable. Et il y a des agences de notation. Voilà. Et alors, je crois qu'il y avait un petit peu de ça aussi dans votre question. Moi, j'étais très sensible à ça et c'était la question que je voulais justement vous poser. C'est vrai que les choses se retournent. On aurait pu penser au départ que toutes ces notes allaient discipliner les gens pour se comporter comme on attend qu'ils se comportent. Par exemple, si je reprends les chauffeurs Uber, finalement, ils vont faire attention, etc. Mais effectivement, c'est un peu comme bachoter, en fait. C'est qu'on se comporte non plus en fonction du sens moral qu'on a de manière intrinsèque, mais en fonction du critère par lequel on va être évalué. Alors si en plus on peut manipuler les notes, alors là, c'est la fin. Effectivement, là, c'est la destruction parce qu'en fait, dans ce cas, les gens se conforment aux critères moraux dans un but d'intérêt. Donc finalement, ça devient très difficile. Oui, tout à fait. Et les agences de notation, les agences de notation, normalement, c'est pas souvent toujours le cas, mais normalement, elles sont quand même contraintes par leur réputation, justement. C'est-à-dire que si elles mettent une bonne note, si elles donnent une bonne note à une entreprise ou à un État, ça veut dire qu'elles évaluent le risque de défaut comme étant très faible. Donc, si 3 mois après, l'entreprise, comme ça a été le cas parfois, fait faillite, ou alors elle donne une note AAA à la Grèce, et puis 3 mois après, la Grèce est en faillite, à ce moment-là, la réputation des agences va être détruite. Or, les agences, elles ne tiennent que par leur réputation. La raison pour laquelle les clients payent pour être notés, c'est parce que le marché va croire à la note que l'agence leur donne. De même que les étudiants peuvent venir à la Sorbonne parce que le monde entier va dire « Sorbonne ». Et donc, c'est ça la note vaudra quelque chose. Si les agences se comportent de manière à perdre cette réputation, elles vont faire faillite. Donc, normalement, cette crainte de la réputation les discipline un peu. Mais bon, parfois, effectivement, comme elles sont à la fois, elles agissent à la fois
en fonction de notation et en même temps en agence de conseil, donc elles introduisent elles-mêmes en bourse l'entreprise qu'elles notent, bon, il y a des conflits d'intérêts, c'est compliqué. Vous avez dit que donc, le référentiel de l'honneur, c'est un peu dans l'image qu'on peut avoir à travers les autres, ce qu'on reçoit de l'autre. Mais est-ce que, en fin de compte, le vrai degré de l'honneur, ce ne serait pas se détacher un peu de ce collectif pour retrouver la personne et voir ses propres talents? C'est-à-dire, est-ce que cette personne a cherché à développer ses propres talents et à arriver à un niveau d'acceptabilité? Est-ce qu'on ne devrait pas au moins mélanger en fait les deux critères, c'est-à-dire ce critère de la personne qui sait au mieux de ce qu'elle pourrait faire et aussi de ce qu'on peut attendre socialement dans un corps constitué? Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Il y a donc de mesurer le chemin qu'une personne a parcouru et à quel point elle est méritante. Ça, c'est un peu ce qu'on fait quand on classe les établissements scolaires. Vous savez, maintenant, en fait, on prend en compte à la fois les résultats au brevet et au bac et ce que tu appelles le delta. C'est-à-dire des gens qui... on regarde la composition sociale des élèves et on voit si, étant donné la composition sociale, on s'attendrait à ce qu'il y ait 60% des élèves qui la mentionnent très bien. En fait, il y en a 70%, donc il y a un delta de 10%. Donc là, on reconnaît le mérite. Là, c'est en agrégé, mais c'est cette idée-là. Effectivement, le mérite de quelqu'un, c'est aussi... mais je crois qu'on a un peu tous ce mythe du self-made man, quelqu'un qui est né dans une famille de 10 enfants et qui est devenu... on admire ce genre de gens. Après... Il y a peut-être autre chose dans votre question, c'est est-ce que les gens font des choses morales parce qu'ils le ressentent ou est-ce qu'ils le font pour être vus comme tels? Donc est-ce que, par exemple, je donne mon sang ou je fais une action charitable parce que j'éprouve le devoir ou le plaisir à le faire, ou est-ce que je le fais parce que je vais pouvoir m'en prévaloir et ça va me valoir un statut, une reconnaissance, etc. Et là aussi, il y a toute une littérature en économie qui montre que les gens, quand ils savent qu'ils sont vus, ils se comportent différemment, et en même temps, s'ils savent que les autres savent qu'ils sont vus, etc. Donc ça devient... Évidemment, ça joue beaucoup. Évidemment que... bon, mais à la fin, même si on a fait quelque chose pour l'honneur, si c'est quelque chose d'honorable, on l'a quand même fait. On ne peut pas trop sonder les cœurs trop profondément. Bonsoir, Philippe Darry, je suis expert comptable, donc donner des valeurs aux choses, c'est un peu mon métier, parfois. Et je voulais savoir, le million de dollars que reçoivent les prix Nobel, qu'est-ce qui justifie cette somme? Évidemment, ils ne l'ont pas fait pour ça. Je crois que c'est au moment où la fondation a été créée, je crois que c'était pour symboliser en fait l'importance et la valeur sociale de ce mérite. C'est un peu le point que je développais à la fin de la méritocratie, c'est que finalement une rémunération symbolique a de la valeur, mais si elle est sanctionnée en plus par une rémunération monétaire dans un monde où l'argent joue tellement, c'est un peu une sorte de preuve, c'est une preuve supplémentaire. Mais bon, c'est vrai que le prix Nobel, je pense que même sans le million, ça ne changerait rien en fait. Est-ce qu'on a des études, des statistiques sur ce qu'ils font de cet argent? Je ne les connais pas. Moi, je pense que... Est-ce qu'ils le donnent, est-ce qu'ils le gardent, est-ce qu'ils s'achètent une maison? Je sais, vous vous souvenez qu'il y avait un mathématicien russe qui a refusé l'argent et le prix Nobel? Si, vous vous souvenez, un mathématicien ou un physicien, je ne sais plus, qui a refusé... Ou la médaille Field, alors. Oui, ou la médaille Field. Non, je ne sais pas ce qu'ils en font. Bon, enfin, de toute façon, je ne sais pas si ça change leur vie non plus. Au moment où le prix arrive, c'est pas comme gagner au loto. Je ne sais pas. Merci. Moi, d'abord, ça, je crois, refuser le prix Nobel. Ah, d'accord. Refuser l'argent du prix Nobel. D'accord. On peut aimer une place de ça, mais là, ensuite, on peut considérer que le prix Nobel en soi rapporte une telle notoriété que même sans l'argent, on peut tirer de la récompense elle-même, un peu comme le prix Goncourt, qui ne rapporte rien au prix. La notoriété va apporter fortune à l'intéressé, parce qu'il va vendre plus de livres. Exactement.
Indirectement, oui. Merci beaucoup en tout cas, parce que c'est passionnant. Je voulais simplement témoigner de ce que, et on sort d'une journée complète consacrée à la prochaine promotion de l'Ordre national du mérite, de ce que précisément l'Ordre national du mérite, comme l'Ordre de la Légion d'honneur, cherche à corriger cet alignement entre la fortune et la reconnaissance. Et que, comme vous le disiez, d'abord par les différents domaines dans lesquels on a récompensé des gens, le secteur associatif, le secteur artisanal, etc., on va chercher précisément à aller chercher des gens qui n'ont pas de fortune, qui n'ont pas une réussite professionnelle incroyable, mais qui sont reconnus comme étant particulièrement honorables pour le bien qu'ils ont fait autour d'eux. Et que de la même manière, l'initiative citoyenne vise à cela. Et d'ailleurs, j'ai été surpris de voir des gens qui considèrent que l'initiative citoyenne, qui, comme vous le savez tous, permet à n'importe quel citoyen réunissant 50 signatures de proposer que quelqu'un soit décoré dans un ordre ou dans l'autre. Ah oui. Les gens riches et les gens installés considèrent que c'est une sous-façon d'accéder à la Légion d'honneur ou à l'Ordre national du mérite. Une réflexion incroyable. D'accord. Alors que, précisément, ce qu'on arrive à avoir comme proposition de mémoire sont des gens souvent modestes et qui semblent particulièrement honorables à ceux qui les entourent. Donc je suis réconforté en tout cas de voir ça et je comprends mieux pourquoi il faut absolument conserver nos ordres nationaux qui ne récompensent pas la réussite, mais qui récompensent vraiment l'engagement au profit des autres. Ça me rappelle aussi ce rapport entre argent et mérite. Ce qu'avait dit Édouard Philippe quand le président de la République, arrivant en fonction, avait considéré qu'il fallait réduire de façon drastique les contingents de Légion d'honneur. Et la première promotion, il a dit « je ne veux pas plus de 100 décorés de la Légion d'honneur ». Alors aujourd'hui, on est à globalement 600 par promotion, ce qui était le cas avant, ce qui déjà n'est pas beaucoup. Édouard Philippe a dit oui, mais faites attention parce que la Légion d'honneur, c'est un peu les stock options des fonctionnaires. Ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment, à force d'être trop mal payé ou trop mal traité, parce que je suis haut fonctionnaire, parce que je suis enseignant, parce que est-ce que je ne peux pas avoir une compensation qui soit précisément celle-là? Je pense que c'est le rôle que doit jouer les pages académiques, parce que je pense que ça ne sait pas les utiliser, et c'est un rôle de correctif que jouent nos ordres nationaux. Oui, tout à fait. En fait, c'est une question que je me suis posée quand j'ai commencé à réfléchir à cette présentation. Je me suis demandé, mais est-ce que l'honneur, ça se répartit? Est-ce qu'il y en a une quantité donnée? Est-ce qu'il y a une rareté de l'honneur? Ou est-ce qu'il y en a une quantité infinie? En fait, non, il y a une rareté de l'honneur. Et effectivement, comme vous venez de le dire, cette rareté, ce prestige, quand il est donné à quelqu'un qui... il y a une rareté de l'honneur et il y a une rareté de l'argent, mettons, de la rémunération monétaire. Quand il est donné à des gens qui, du point de vue monétaire ou financier, ne sont pas très... bien lotis, eh bien, ça restaure, ça compense, et ça les met eux aussi, ça les remonte en fait, si on imagine une échelle sociale, ça les remonte par le côté symbolique. Donc il reste quand même une rareté, mais bon, 600 ça peut aller. Est-ce qu'il y a encore tout au fond? Bonjour, c'est bien d'abord en entreprise. Petite question, j'ai bien vu le rapprochement entre l'économie et l'honneur, mais je trouve qu'on n'a peut-être pas assez parlé de l'honneur au sein d'équipes d'entreprise. Par exemple, il y a des phénomènes d'entreprise qui font que l'honneur, en fait, on a l'impression qu'il disparaît, qu'il y a des phénomènes de aristocratie, que le gouvernement par pire, et que du coup, en interne de l'entreprise, on ne cherche pas forcément à promouvoir le meilleur ou à les faire émerger. Donc, autant je suis d'accord sur le côté réputationnel et qui a lieu plutôt avec les acteurs externes, autant pour les acteurs internes de l'entreprise, on a l'impression que ce rapport a de plus en plus disparu. Vous voulez dire en théorie ou en réalité? Parce que dans les modèles dont j'ai parlé, ça se passe aussi à l'intérieur de l'entreprise. Le capital social, ça se crée beaucoup à l'intérieur des organisations et des entreprises. Enfin, c'est des gens avec qui on interagit tous les jours et avec qui on interagit dans le temps long. Et on sait que justement la coopération est multilatérale, c'est-à-dire je demande un service à quelqu'un un jour, ça ne veut pas dire que je vais lui demander le lendemain à cette même personne. C'est un système de collaboration et d'entraide multilatérale au sein des organisations. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a un collectif. En fait, si dans l'entreprise il n'y avait que des contrats entre l'employeur et puis l'employé avec une mission et une rémunération, ça ne serait pas une organisation, ça serait un système de contrats, ça serait une plateforme.
pense que c'est vraiment la distinction entre une entreprise et une plateforme. Une plateforme, c'est un ensemble de contrats avec des missions très spécifiques et ponctuelles, mais il n'y a pas de vie collective, et il n'y a pas de capital social, et il n'y a pas de réputation, et il n'y a pas d'honneur. L'entreprise, c'est un lieu hiérarchique, où on a un contrat, une relation de subordination et des interactions au cours du temps qui ne sont pas complètement spécifiées dès le début. On sait en gros ce qu'on va faire, mais on ne sait pas exactement ce qu'on fera jour après jour pendant les 5 ans qui viennent. Donc je pense que le capital social et la réputation jouent dans l'entreprise. Je ne sais pas si ce que vous voulez dire, c'est que c'est moins le cas, c'est devenu de fait en réalité moins le cas. Ça, En fait, surtout que l'entreprise est devenue très individualiste. C'est-à-dire que souvent, il y a des promotions qui sont stoppées par un chef parce qu'il a peur de se faire prendre sa place par son subordonné. Maintenant, des tensions sur l'emploi, entre pairs, ça n'incite pas forcément à la collaboration en vue de survivre, si l'on dit. Ah bah nous, évidemment, ici, on décrit des modèles idéaux, mais après, il y a toujours des dysfonctionnements, c'est certain. Bien sûr. En fait, quand la hiérarchie fonctionne mal, quand le système de gouvernance est mauvais, quand le système de management est mauvais, bon, bah, ça, c'est le mal-être au travail et c'est la rotation rapide des employés. Est-ce qu'il y a, s'il n'y a pas d'autres questions, Merci infiniment pour cette conférence. Je m'adresse, au-delà de vos talents, à votre culture et votre expérience d'économiste, de sociologue, peut-être même d'anthropologue, et toutes vos références littéraires. Et je voudrais vous proposer d'avoir votre avis peut-être personnel entre la puissance de l'argent et la puissance de l'honneur, quand on est tout compte de la loi. Vous avez expliqué que les deux, heureusement, ne sont pas incompatibles. Et si je fais simplement une référence notamment aux jésuites, qui disait que depuis la nuit des temps, le moteur principal de l'action humaine, c'est quand même l'argent. L'argent permettait en plus, disait-il, d'acheter le pouvoir, et pardonnez-moi, et le sexe. Voilà, je pense à l'affaire Epstein et Epstein, plus courant dit. Voilà, donc entre cette puissance de l'argent, qui est partout, notamment dans notre société occidentale, mais pas que, et puis la puissance de l'honneur, quand même, où on a tendance à dire que voilà, l'honneur est peut-être pauvre, mais a quand même le mérite d'exister. Est-ce que le repas est fragile ou est-ce que vous pensez, et c'est la question, que l'argent reste décidément quelque chose Je pense quand même, comme je l'ai dit au début, que dans une certaine mesure, la puissance de l'argent ne doit pas être trop impérialiste, ne doit pas commander absolument tous les biens dans toutes les sphères. Mais c'est vrai que c'est très difficile parce que l'argent, c'est l'équivalent universel. L'argent, c'est le bien qui permet de commander tous les autres biens. Donc, même quand on lit Michael Walzer, moi au début j'étais vraiment ébloui, mais après je me suis dit, mais comment comment faire pour que l'argent ne puisse pas acheter le prestige, le pouvoir, etc. Ça, je pense que ça, c'est de l'ordre du droit et de la gouvernance, quoi. Il faut empêcher que ça se fasse. Il ne faut pas qu'on puisse avoir le prix Nobel parce que on est Ce qui fait qu'un colonel Beltrame accepte de prendre la place d'un otage, je propose, je ne serai jamais par l'argent. Bien sûr, jamais. Peut-être que l'honneur. Moi, j'ai tendance à penser que les choses très grandes ne peuvent se faire que mues par le sentiment et le besoin de l'honneur. Oui, bien sûr. Bien plus puissant que l'argent, en réalité, pour des engagements exceptionnels. Oui, c'est certain, moi je suis vraiment d'accord. En fait, le prix pour de telles actions, il est infini. Et personne n'a une somme infinie. Donc, là, c'est incommensurable en fait. Si on divise la valeur morale de l'action par le prix, on divise par quelque chose qui est quasiment zéro, ça donne une relation infinie. Bien sûr, non. La plupart des choses beaucoup de choses qui nous importent, l'amour de nos enfants, l'honneur, etc., sont juste pas à vendre. Et c'est un peu ce qu'essaye de dire je pense que c'est vrai d'un point de vue positif, c'est-à-dire descriptif. Et c'est ce qu'essaye de dire Michael Walzer et les autres d'un point de vue normatif. C'est-à-dire que ça doit être comme ça aussi. Il faudrait essayer de faire en sorte que ça soit comme ça. Il faudrait mettre des barrières pour éviter que tout soit marchandisé. Enfin, vous, ce que vous dites, c'est que ça ne peut pas l'être, en fait, tout simplement. Vous dites que l'honneur n'est pas être par l'argent, être acheté par l'argent, mais l'honneur en matière de diffamation, qui est une atteinte à l'honneur et à la considération, peut être racheté par l'argent. Oui, alors ça, c'est exactement ce qui ne pourrait pas se passer dans le CID. C'est qu'il ne pourrait pas... une amende financière ne pourrait pas compenser le déshonneur subi par la diffamation ou l'injure, en fait.
Bon, en même temps, c'est peut-être bien que dans certains cas, on puisse juste sanctionner les gens si c'est vraiment juste... Bah oui, mais enfin bon, les dettes d'honneur, ça peut conduire loin. C'est quand même, il y a des limites aussi à cela. Mais est-ce que vraiment l'amende répare la diffamation? En fait, je pense pas. Finalement, dans l'ordre de l'honneur, la diffamation, la calomnie, enfin, on sait bien, une rumeur qui enfle, et puis on peut essayer de dédommager quelqu'un, mais sur le plan matériel, mais sur le plan de l'image de soi ou de l'image sociale, c'est pas réparé. Ouais. La calomnie est... Enfin... Le traitement en droit américain est très différent du droit français. En droit américain, ça peut être une somme extravagante, tandis qu'en droit français, ça va être une somme purement symbolique. Je vais racheter cet honneur d'avoué. Et je ne sais pas si c'est une chose culturelle, c'est très différent. Oui, c'est intéressant parce que peut-être que la somme extravagante, elle représente l'importance du dol. D'un côté, on pourrait dire ça, mais d'un autre côté, l'euro symbolique, il représente la valeur symbolique du dol, de l'honneur. Donc, je ne sais pas lequel est le mieux, faudrait. Ça appelle une étude empirique, ça. Oui, ouais. Si, il y a parfois un côté obscur, sombre, vous avez fait référence un peu à l'amnistie, on peut penser à des sociétés où il y a une conception de l'honneur des femmes, par exemple, qui amène pas de choses oppressives, des meurtres, des vols, etc. Oui, il y a aussi le code de l'honneur avec les vendettas, etc. Oui. Bah, c'est vrai que quand les... Oui, bah, c'est le CID en fait, hein, le déshonneur du père est transmis, enfin le père charge son fils de venger son honneur et puis ensuite ça va créer éventuellement une chaîne intergénérationnelle de vendetta et puis vous parlez de l'honneur des femmes, en fait c'est plutôt l'honneur de leur père ou de leur frère. Oui, il y a des limites aussi à l'extension de l'honneur. Oui, bien sûr. Bon. Non, merci beaucoup, madame. Encore une fois, je ne peux pas conclure. Enfin, ce qui me rassure dans ce que vous dites, c'est qu'il reste quand même beaucoup de place pour le mieux. Oui. Une société sans honneur, c'est une société qui ne peut pas fonctionner, même si il fait circuler beaucoup d'argent. Tout à fait. Mais en tout cas, merci de cet exposé passionnant. C'est moi qui vous remercie. Je suis très honorée d'avoir été ici parmi vous. Et puis, merci au public d'être là, d'écouter ces conférences, parlez-en. On continuera ce cycle de remue-ménage. Je pense que, en tout cas, si on n'a que des conférenciers de bonne qualité, c'est toujours extraordinaire. Alors, merci à tous d'être là. Merci.